Bonjour à tous. Pardon pour ce petit intermède d'organisation, mais l'idée était de nous permettre d'être rejoints, je crois, par des personnes qui sont dans d'autres tables rondes. Donc on va se chauffer doucement. Merci Amine pour ton invitation. Je suis toujours très honoré et même ému d'être invité dans des congrès médicaux, parce que je suis en effet médecin de formation, mais je me suis éloigné pas mal de ce métier, tout en lui restant fidèle à ma manière. Et donc aujourd'hui, finalement, l'idée étant de parler de quelque chose d'autre que de votre quotidien médical, on m'a demandé finalement de choisir librement un sujet. Et je me suis dit que, comme je venais de publier 2 livres sur la montagne, comme j'habite maintenant la grande partie de l'année à la montagne, je me suis dit que j'allais un peu tisser cette métaphore de la montagne comme addiction, puisque c'est votre sujet. Alors ça peut paraître un peu bizarre. N'oublions pas d'abord que il y a plein de pratiques de la montagne, j'en reparlerai. Et si vous passez une semaine au ski, évidemment, c'est pas forcément une addiction. Je vais vous parler surtout de l'alpinisme, de l'escalade, de choses qui peuvent paraître très étrangères, mais qui finalement peut-être se rapprochent de vos préoccupations. Si on dit quelque chose qui ne sert à rien, qu'il est inutile, mais qu'on est prêt à tout pour l'acquérir, et qu'on est déprimé quand on ne l'a plus, si on dit quelque chose est mortel, ou en tout cas vous fait courir un risque mortel, si on vous dit qu'il provoque des douleurs, mais aussi une forme de plaisir, si on vous dit que ce quelque chose, quand on le consomme, il faut en augmenter les doses, vous allez me dire c'est une drogue. Et oui, c'est une drogue. C'est-à-dire que l'alpinisme, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, a toutes les caractéristiques que je viens de citer. C'est inutile, sert à rien. Vous connaissez tous le livre fameux de Lionel Terray, qui s'appelle « Les conquérants de l'inutile », qui est un très beau livre et qui, lui, n'est pas inutile parce qu'il permet de comprendre ce que c'est que ce sport. La proximité avec la mort, elle est constante. On va même voir qu'elle résume presque aujourd'hui toutes les publications sur ce sujet, ce qui est un peu dommage. Le fait d'augmenter les doses, c'est ce fait qui est bien connu dans ce milieu, c'est-à-dire que quand on commence à pratiquer ces sports, eh bien on a tendance à essayer de se dépasser et d'atteindre quelque chose qui est parfois une limite et parfois même une limite extrême qui est suivie par la mort. Il y avait un grand alpiniste qui s'appelait Ulrich Steck, qui était un Suisse allemand comme ça, qui a un de mes amis a fait un film sur lui d'ailleurs. Il avait gravi la face sud de l'Annapurna. C'est pas la voie de l'Annapurna de Maurice Herzog, c'est la face sud, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Et dans ce film qui a été fait sur lui, le titre du film, c'était le syndrome de l'accomplissement absolu. C'est-à-dire que dans ce sport, dans ce type d'activité, le dépassement est quelque chose d'absolument nécessaire. Et quand vous arrivez à une limite extrême, eh bien, en général, ça se termine très mal. C'est-à-dire que ça produit une sorte d'effondrement. Et Ulrich Steck, peu après cet exploit, est mort, alors qu'il s'était toujours sorti de situations très difficiles, parce que probablement, enfin c'est mon hypothèse, il avait atteint une sorte de limite au-delà de laquelle il n'y avait rien d'autre effectivement que la mort. Plaisir et douleur, c'est aussi évidemment une des caractéristiques de ces sports. Alors c'est amusant parce que la mer, c'est très connu, il y a beaucoup de choses qui sont publiées, qui sont lues sur la mer, et finalement la montagne est toujours restée un petit peu à l'écart des préoccupations. Et pour filer toujours la métaphore, je voudrais me pencher un petit peu sur l'historique de l'alpinisme, qui n'est pas très différent de l'historique finalement des grandes addictions, des drogues les plus dures auxquelles vous avez probablement affaire. Il y avait un livre d'un Américain qui s'appelait McCoy, que vous avez sans doute lu, qui s'appelait « La politique de l'héroïne », qui a été publié dans les années 90, qui a été un peu une révélation sur... aujourd'hui, c'est une idée très courante, mais à l'époque, c'était nouveau.
sa thèse, si vous voulez, c'est qu'il n'y a eu de grande diffusion internationale de ces drogues comme l'héroïne, comme la cocaïne, le cannabis aussi, bien sûr, mais l'ayahuasca aussi aujourd'hui, etc. Et ça ne devient des phénomènes mondiaux que par la rencontre d'une pratique traditionnelle avec un facteur extérieur qui, dans le cas de l'héroïne, était la guerre du Vietnam, mais qui, finalement, dans d'autres cas, peut être variable. Pour la montagne, c'est un peu pareil. Au fond, les hautes montagnes, vous savez, quand vous êtes à Chamonix, vous voyez le Mont Blanc au-dessus de vous, ou quand vous êtes dans l'Himalaya, que vous avez ces sommets au-dessus de vous, ces hautes montagnes, et c'est aussi une comparaison avec les drogues, ces hautes montagnes ont longtemps été considérées comme des séjours divins, comme le séjour des dieux. Et elles ont été chargées pendant très longtemps d'un grand pouvoir magique, d'un grand pouvoir presque surnaturel, qui pouvait s'exprimer, se traduire avec les éclairs, le tonnerre, les tempêtes, etc., mais qui traduisait la présence de ce séjour des dieux qui était pratiquement interdit. D'ailleurs, ça reste le cas. Vous savez qu'il y a un certain nombre de montagnes, comme le mont Kalaïch, par exemple, qui sont des montagnes sacrées sur lesquelles les alpinistes n'ont pas le droit de s'engager parce qu'elles sont toujours considérées par les populations locales comme des séjours divins et il ne faut pas troubler les dieux en allant monter là-haut. Alors, on est parti de là et ça a été longtemps le cas en France. Moi, là où j'habite, au-dessus de chez moi, il y a un mont qui s'appelle le mont Joly, et ça vient de Jupiter. Jupiter Jovis, c'était considéré par les anciens comme le séjour de Jupiter. Alors aujourd'hui, évidemment, ça nous fait sourire, mais ça explique pourquoi, pendant très longtemps, il y avait une sorte d'interdit qui n'était franchi que par des personnages qui étaient eux-mêmes un peu des thaumaturges, un peu des intermédiaires avec le divin, avec le spirituel. De même que tout le contact avec le feu, avec les métaux, dans beaucoup de civilisations est un contact magique. Et ceux qui pratiquent ces arts du feu sont souvent mis à l'écart. Par exemple, en Éthiopie, les Falachas d'Éthiopie étaient souvent... qui étaient donc les Juifs d'Éthiopie, étaient souvent dédiés à ces métiers du feu, à ces métiers du métal, qui en quelque sorte avaient à voir avec le séjour souterrain des dieux, et de dieux qui étaient en général plutôt néfastes et plutôt dangereux. Pour les montagnes, c'était pareil. Pendant des siècles, finalement, qui s'est aventuré dans ces hautes montagnes? C'était des chasseurs et c'était des cristalliers. C'était des gens qui partaient chercher des cristaux. Et les cristaux, c'est très intéressant parce que c'est une sorte de miracle, en fait, géologique, qui fait que dans des endroits qui paraissent absolument sans caractéristiques particulières, on trouve ces fours, c'est-à-dire ces espèces de concrétions à l'intérieur desquelles se sont développées des choses qui sont considérées comme des miracles et d'une beauté particulière, d'une valeur particulière. Et les cristalliers ont longtemps été les seuls à aller prendre des risques et affronter ces hautes montagnes. Et puis les chasseurs. And then hunters. À l'endroit où allaient les bêtes, donc pas très haut, pas dans les glaciers. Et ce qui est assez intéressant quand on parle du Mont Blanc, par exemple, c'est que ces glacières du Mont Blanc, on appelait ça comme ça, les glacières du Mont Blanc, sont restés pratiquement inviolés jusqu'au XVIIIe siècle. C'est quand même très, très, très tard. Et qu'est-ce qui a contribué à faire en sorte que cette pratique, qui était une pratique locale, une pratique et presque magique, avec des personnages secrets et un peu maudits, qu'est-ce qui a contribué à faire que tout à coup c'est devenu une pratique mondiale? Eh bien, c'est le tourisme. C'est les Anglais, comme souvent, ils ont inventé beaucoup de choses, les Anglais, et qui sont allés se balader dans ces coins en inventant ce qu'ils ont appelé le tourisme,
et qui était au fond quelque chose qu'eux-mêmes ne savaient pas très bien définir, mais qui était une sorte d'attrait pour le monde. Et c'est, je pense, une des caractéristiques du XVIIIe siècle, qui n'a pas produit de philosophie très révolutionnaire, mais qui a ouvert le rationalisme sur le monde. C'est-à-dire, c'est ça la grande particularité des philosophes du XVIIIe siècle, c'est qu'ils n'ont plus, ça ne leur a plus suffi de philosopher dans leur chambre, il fallait aller voir le monde. Il fallait aller voir les sauvages, entre guillemets, d'Amérique, savoir comment ils étaient, il fallait aller voir les cultures du monde, il y avait une immense curiosité qui s'est développée pour des raisons philosophiques, hein, encore une fois, au XVIIIe siècle. Et finalement, l'attrait pour la montagne a été un peu un sous-produit de ça. Voilà. Et donc, Wyndham et Peacock, c'était les deux premiers Anglais qui sont montés jusqu'à la mer de glace. Ils sont montés par le chemin du Montanvert. Et si vous prenez l'envie de vous y balader l'été prochain, vous trouverez un rocher sur le chemin qui part des Mottets jusqu'au Montanvert. Donc, un rocher sur lequel a été gravé ces deux noms de Peacock et Wyndham au milieu du XVIIIe siècle. Et finalement, c'est le contact de ce monde local, qui était un monde organisé sur lui-même, qui avait très très peu de contact avec l'extérieur, c'est tout à coup l'irruption de ce tourisme international, de cette curiosité internationale, qui a produit ce qu'on a appelé l'alpinisme. Avec des gens, toujours des Anglais d'ailleurs, hein, l'immense majorité étaient des Anglais, avec des gens comme Whymper, par exemple, qui, vous savez que Whymper était un dessinateur, en fait, qui avait été envoyé par son père, parce que c'était son métier, pour aller faire des gravures des Alpes, et qui s'est fasciné, qui s'est passionné pour ces sommets en décidant de les conquérir. Alors le problème qu'ils avaient, évidemment, c'est qu'eux-mêmes ne pouvaient pas y aller parce qu'ils n'avaient pas les connaissances nécessaires, et il fallait trouver sur place quelqu'un qui les accompagne. Et ça a été le début des guides. Les guides, finalement, sont apparus à ce moment-là. Mais c'était quoi, les guides? C'était des paysans, c'était souvent des cristalliers, c'était toujours des chasseurs. C'est-à-dire des gens qui étaient habitués à aller en montagne, qui ne la connaissaient pas bien, et auxquels, finalement, les Anglais ont apporté une curiosité, et une curiosité mondiale, finalement, qu'eux-mêmes n'avaient pas. Et donc, l'alpinisme s'est créé au carrefour de ces deux traditions très différentes, une tradition locale secrète et un peu mystique, et une tradition internationale qui était naissante, qui était celle issue du XVIIIe siècle et qui essayait de comprendre, qui ne pouvait pas supporter l'idée qu'il existe des endroits du monde qui ne soient pas accessibles, dont on ne sache pas ce qu'ils étaient. Il y avait, dans ce rationalisme de cette époque, une sorte de révolte à accepter que des endroits du monde ou que des circonstances aussi, des circonstances historiques puissent échapper à la raison. C'est pour ça que moi, dans un autre domaine qui m'a beaucoup intéressé, qui est celui de l'humanitaire, il y a eu cette même évolution. Vous savez que quand il y avait des grands tremblements de terre comme celui de Lisbonne en 1755, ça a été une sorte d'électrochoc parce que ça se passait à Lisbonne. La cathédrale, c'est un dimanche en plus, s'est effondrée sur les fidèles. Et il y a eu une espèce de révolte, deux mondes qui se sont fait face. D'un côté, l'Église qui disait c'est la providence, il faut se soumettre. Et de l'autre côté, tous ces rationalistes, et Voltaire au premier chef, qui ont dit pas du tout, y compris dans ces zones extrêmes, dans ces épreuves extrêmes qui peuvent nous être imposées, comme un tremblement de terre, il faut faire face. Il faut développer une solidarité, il faut se battre, il faut reconstruire, il faut comprendre. Ça a été le début finalement de l'humanitaire moderne. Et Voltaire fait circuler Candide dans les ruines de Lisbonne, et c'est là qu'il a cette phrase fameuse en disant « Si c'est là le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres ?» Donc, une espèce de révolte contre cette idée d'une providence à laquelle il faudrait se soumettre et qui retirerait de la raison certains événements ou certains espaces. Et pour ce qui est de la montagne, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, c'est l'idée, on ne va pas... on va aller voir. On va aller voir ce qu'il y a là-haut.
vous dites qu'il y a des dieux, ben nous on va les voir, on va marcher jusqu'en haut, jusqu'au sommet, jusqu'à l'endroit où ces montagnes prétendument touchent le ciel, pour vous montrer qu'il n'y a rien d'autre que la neige, que la glace, que des choses qu'on peut comprendre et donc dominer. Voilà. Donc ça a été le début finalement de cette aventure extraordinaire de la montagne. Et alors, évidemment, le sommet, c'est quelque chose qui n'existait absolument pas. Enfin, les cristalliers s'en fichaient pas mal du sommet, et les chasseurs n'y montaient pas. Tout le monde s'en fichait, ça n'avait aucune importance. C'était éventuellement des points de repère. On disait l'aiguille du Midi parce qu'elle était dirigée vers le sud. On disait, voilà. Mais tout à coup, le sommet est devenu un enjeu symbolique, un enjeu de conquête. C'est-à-dire que s'en approcher, c'était montrer que là non plus, il n'y avait rien, ou rien d'autre, ou rien de plus que la nature et que ce qu'on pouvait comprendre. Et vous savez qu'un Suisse, donc c'était Horace Bénédicte de Saussure, a fait un concours à la fin du XVIIIe siècle pour récompenser le premier qui monterait au sommet du Mont Blanc. Voilà, ça paraissait à l'époque absolument inaccessible. Et ça a été fait par deux personnages, Balmat, qui était un cristallier et un chasseur, et puis le docteur Paccard, qui était médecin à Chamonix. Et vous voyez, c'est pas tout à fait un hasard si dans cet attelage, on retrouve finalement ces deux composantes. Ils sont montés, ils ont gagné le prix de Saussure, et quelques années plus tard, ils ont emmené Saussure au sommet du Mont Blanc. Alors bon, Saussure, c'était pas un alpiniste chevronné, il était porté sur des espèces de brancards, etc. Bon, mais enfin, il y est monté, et il y est monté avec des instruments de mesure, comme si son arrivée là était une sorte d'arrivée de la raison en ce point extrême qui, jusque-là, avait été considéré comme un domaine exclu du monde, un domaine réservé aux dieux, un domaine incompréhensible. Et là, il est monté avec un thermomètre, avec un baromètre, etc., pour prendre des mesures et pour, au fond, apporter la raison, en tout cas cette raison, cet empirisme du XVIIIe siècle, jusqu'à ce point extrême. Voilà. Donc c'est ça qui se jouait au début. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette idée du sommet est devenue à ce moment-là tout à fait prédominante. C'est ces premiers alpinistes, finalement, qui ont défini cette idée de sommet. Ils lui ont donné une valeur. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un sommet? C'est rien du tout. Un sommet, c'est un truc grand comme... c'est 1 mètre carré, en général. Quand vous arrivez, vous avez froid, vous restez 5 minutes, mangez un bout de saucisson, puis vous redescendez. Ça n'est rien. Mais c'est devenu, tout à coup, une sorte d'objet symbolique. C'est-à-dire qu'une montagne ne pouvait être véritablement connue que si on en avait foulé le sommet. Il nous paraît évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et donc, on a commencé à donner des noms à ces sommets, ceux qui étaient gravis et ceux qui ne l'étaient pas. Et à ce moment-là, a commencé une compétition, évidemment. Et c'est très rapidement, au XIXe siècle, avec la montée des États-nations en Europe, cette volonté de fixer son territoire, qui était celle des États-nations, de fixer des frontières, éventuellement même de faire des guerres pour les frontières, cette idée s'est transportée dans les montagnes. Et les sommets sont devenus des enjeux nationaux. Par exemple, le sommet du Cervin. Bon, le Cervin, le Matterhorn, vous savez tous, avec sa gueule un peu particulière, ce sommet un peu bizarre, était un enjeu extraordinaire. Alors, Whymper voulait le conquérir en tant qu'Anglais alpiniste, si je puis dire, mais c'était dans les années 1860. L'Italie venait de faire son unité, vous savez, après Solferino, ça, c'est l'unité italienne, le début de l'existence de l'État italien. Et il y avait un guide local qui s'appelait Carrel, que Whymper a engagé pour le mener jusqu'au sommet. Et ce guide, c'est tout à fait intéressant, c'est le début de cette espèce de petite tragédie humaine très touchante, finalement. Ce guide, il était tiraillé entre deux choses. Il avait envie de gagner de l'argent, bien sûr, donc il n'a pas refusé ce que lui donnait Whymper, mais il avait surtout envie de donner ce sommet à l'Italie, puisqu'il lui-même était italien, qui venait de se créer. Donc il avait envie de l'accompagner, mais il n'avait pas tellement envie de le faire arriver au sommet.
Et quand on gravit le Cervin par l'arête italienne, ce qu'on appelle l'arête du Lion, il y a un endroit où l'arête, qu'on appelle le pic Tyndall, au moment où elle rejoint la partie principale du Cervin, il y a une sorte de trou. Et Carrel est allé voir au bord du trou et il a dit « ça passe pas, il faut rebrousser chemin ». Donc il a fait redescendre son anglais, mais lui, il avait vu qu'en réalité, en descendant un petit peu, ça pouvait passer. Donc il est revenu. Il est revenu le lendemain. Et puis, ça n'a pas pu se faire tout de suite. Et finalement, on raconte que c'est parce qu'il ne s'était pas réveillé à l'heure que Whymper, en passant du côté suisse, a réussi le premier à gravir le Cervin et pas Carrel. Ça, d'ailleurs, ne lui a pas porté chance à ce pauvre Whymper, puisque vous savez qu'en descendant, c'était leur première grande catastrophe de montagne, puisque ces Anglais, donc ils étaient 4, à l'hôtel en bas, à Zermatt, avant de monter, avaient rencontré d'autres Anglais qui voulaient aussi faire le Cervin. Et comme c'était des gens bien élevés, ils avaient dit venez avec nous. Sauf que les 3 autres n'étaient pas aussi expérimentés. Et dans la descente, l'un d'eux a ripé. Chacun était relié par une corde de bonne taille, mais entre les 2 cordées, il y avait une corde fine. Et entre la cordée de 3 et la cordée de 4, cette corde s'est rompue. Et donc, 3 sont tombés au moment de la descente. Ce qui fait que ça a donné à cette conquête, qui était une conquête nationale ratée, puisque ce n'est pas Carrel qui était monté le premier, qui avait un côté universel, l'a en même temps teinté de drame et d'une tragédie, et a fait de la montagne quelque chose qui, à partir de là, est devenu synonyme de mort, est devenu synonyme de risque mortel, puisque en un instant, 3 de ces alpinistes ont disparu. Alors, ça a continué, cette histoire nationaliste. Ça a continué. Moi, quand j'ai commencé la montagne, le club alpin français, sa devise, c'était « pour la patrie, par la montagne ». Vous voyez l'ambiance. C'était vraiment... on était dans du dur. Alors, il y avait des compétitions entre Italiens et Français, etc. Sur les Grandes Jorasses, c'est Whymper qui a fait la voie normale le premier. Il l'a faite d'ailleurs pour aller observer la voie de l'Aiguille Verte qu'il gravira 3 jours après. Et les Italiens vont se rattraper en faisant la première de l'éperon Walker en 1938. Peu importe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si vous voyez, la montagne ne cessera pas d'être, jusque dans les années 70 du XXe siècle, ne cessera pas d'être un enjeu national. C'était plus un enjeu philosophique. On savait que là-haut, il n'y avait rien d'autre que de la neige. On savait que ça n'était pas le séjour des dieux. Les démonstrations philosophiques étaient faites. Il restait la conquête et l'appropriation. Et il y a une scène très intéressante comme ça qui est restée dans les mémoires, c'est la conquête de la face nord de l'Eiger. La face nord de l'Eiger qui était un grand problème dans les années 30. Des alpinistes qui étaient favorables à Hitler, qui appartenaient au Parti national socialiste, se sont lancés pour offrir la face nord de l'Eiger à Hitler. Et en même temps qu'eux, il y a 2 Autrichiens qui, eux, étaient antifascistes, qui se sont lancés dans la même course. Et ils ne se connaissaient pas, bien entendu. Et à cause d'un orage, ils se sont retrouvés tous les 4. Donc 2 nazis et 2 anti-nazis. Bon, miracle de la montagne, ils ont fini par s'entraider et ils sont sortis tous les 4 au sommet, apportant une victoire évidemment un peu mitigée à Hitler. Mais c'est surtout après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, que cet antagonisme a pris un tour vraiment très intense. C'était en Himalaya. Vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est sortie complètement exsangue, et plus qu'exsangue, démoralisée. Il y avait une forme de pessimisme, une forme de blessure morale profonde. Et les différents pays se sont lancés à l'assaut des sommets de l'Himalaya pour, en quelque sorte, à la fois apporter une victoire à leur pays et remobiliser
la jeunesse de l'époque. Et c'est intéressant parce que chaque grand pays européen, pratiquement, a conquis un sommet de l'Himalaya. Donc l'Everest, c'est les Anglais, en 1953, et puis les Italiens, c'est le K2, les Français, c'est l'Annapurna. Et à chaque fois, avec des histoires bizarres, voire un peu louches, c'est-à-dire que la conquête du K2 par les Italiens a donné lieu ensuite à un procès. Parce qu'il y avait de telles intensités d'enjeux de pouvoir autour de ces conquêtes, si vous voulez, que tous les coups étaient permis. Et quand Walter Bonatti donc, a gravi le K2, et donc a fait la dernière, est parti du dernier camp pour gravir le sommet, eh bien, ça n'a pas plu à certains de ses camarades. Et vous savez qu'il est redescendu de nuit, ils sont redescendus de nuit avec son compagnon de cordée qui avait fait le sommet, et ils ont appelé dans la nuit pour retrouver le camp avec les tentes où ils pourraient être sauvés. Et ceux qui étaient dans les tentes n'ont pas répondu. Ils les ont laissés à 8500 mètres, si vous voulez, ce qui est quand même pas très très sympa. Ils les ont laissés se perdre alors qu'ils les ont entendus. Ça a été prouvé par le procès qui a été fait ensuite par Bonatti. C'est-à-dire qu'on était prêt à tuer, d'une certaine façon, pour cette conquête. Et c'est aussi un phénomène, je veux dire, de l'addiction de l'époque, en tout cas sous la forme qu'elle revêtait à l'époque, c'est-à-dire que c'était une addiction qui n'était pas gratuite, c'était un enjeu de pouvoir, tout simplement. Et pour la France, l'Annapurna, vous savez qu'il y a toute une polémique pour savoir si Maurice Herzog est monté ou non en haut de l'Annapurna. Sa fille, qui a publié un roman il y a quelques années, a relayé finalement les soupçons qui étaient formulés depuis longtemps, y compris par Lachenal, puisque dans le dernier assaut au sommet de l'Annapurna, Herzog et Lachenal se sont retrouvés tous les deux pour ce dernier assaut. Et ils étaient en train de mourir, ils étaient en train de geler. Ils étaient mal équipés, ils étaient mal préparés. Et Lachenal, qui était un grand guide, et qui était guide, donc il n'était que guide, donc il devait garder ses mains et ses pieds pour travailler, a dit à Herzog, il faut qu'on rebrousse chemin. On est en train de geler, on est en train de mourir. Et Herzog, lui, c'était pas du tout ça, c'était pas un alpiniste, c'était un type qui avait fait des études de commerce, qui avait une ambition énorme et qui savait que, un peu par relation et surtout par hasard, il avait été nommé chef de cette expédition, mais que c'est une chance qu'il n'aurait pas deux fois. Et donc il a dit à l'autre, on continue. Et ce qu'il se dit, c'est que au bout d'un moment, Lachenal se serait tourné vers lui en disant, voilà, toute ma vie, je dirais qu'on est allé au sommet, mais on s'arrête. Mais toute ma vie, je le dirais. Et la photo que vous célèbre, on voit Herzog lever un piolet comme ça. Si vous la regardez bien, vous apercevrez qu'il y a encore du chemin à faire. Ils sont très probablement pas tout à fait en haut. Et toute sa vie, alors ils sont redescendus, vous connaissez l'histoire, ils s'étaient gelés les mains, les pieds, on leur a coupé les mains et les pieds, etc., enfin les doigts, etc. Lachenal n'a plus pu travailler, et le restant de sa vie, Herzog, tous les mois, venait lui apporter des sous. Alors on disait c'était par générosité. Certains peuvent penser qu'il y avait entre eux une sorte de pacte qui s'était scellé là, dans une sorte de tragédie qui s'était produite et qui avait fait croire à une victoire qui en fait n'avait pas eu lieu. Alors, moi quand je suis arrivé dans ce milieu de l'alpinisme, donc dans les années 70, c'était la fin de ça. C'était la fin de cette période, d'abord parce que tous les sommets étaient gravis. Les principaux, si vous voulez, ils ont tous un nom, ils sont tous... non seulement ils sont gravis, mais ils sont gravis par toutes leurs faces, etc. Donc cette dimension de conquête avait un peu disparu. Et est arrivé un autre courant, très différent, qui était né aux États-Unis, dans le sillage du mouvement hippie, dans les années 68, dans le Yosemite, avec les grands grimpeurs, vous savez, de ces grandes parois de granit des parcs du Yosemite, qu'on appelle notamment El Capitan, ces immenses parois de granit,
ou de joyeux fumeurs de pétards, à vrai dire, c'est ça quand même, hein, qui se lançaient et vivaient pendant des semaines à la verticale. Et la verticale est devenue à ce moment-là une sorte de monde psychédélique, si vous voulez. Et l'alpinisme, à ce moment-là, s'est défait, à cause d'eux, de toute sa lourdeur. C'est-à-dire qu'ils ont créé une sorte d'éthique du moins. Il fallait monter avec le moins de matériel possible. Il ne fallait pas utiliser de méthodes artificielles, parce que les précédents, je veux dire, ils tiraient sur les clous tant qu'ils pouvaient. Hein. Dans le livre que je viens de faire paraître, sur la photo de couverture, il y a une photo de nous, avec des copains, où on a gravi l'aiguille de la République avec une arbalète. Pourquoi ? Parce qu'on avait refait la première, qui était de 1904, et le premier ascensionniste qui avait gravi cette aiguille de la République, au-dessus de Chamonix, c'est une aiguille, les 15 derniers mètres sont lisses. Donc, à l'époque, il ne pouvait pas passer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a apporté son arbalète, parce qu'il était chasseur. Il a tiré l'arbalète par-dessus le sommet, il a fixé la corde, il s'est tiré dessus, il est monté. Vous voyez, on reculait vraiment devant rien. Et la plupart des alpinistes de l'époque se servaient de tout ce qu'ils pouvaient, des échelles, des coins de bois, enfin, tout ce qu'on pouvait. Et à partir des années 68, dans ce milieu né, encore une fois, américain, ce milieu du Yosemite, l'idée était, au contraire, de ne rien faire d'autre que de toucher la roche et de se servir de fair means, comme disait. Fair means, c'est-à-dire vraiment uniquement des moyens fair, c'est-à-dire, on peut dire, loyaux. Hein. Et donc, si vous utilisez des systèmes d'assurage pour ne pas tomber, parce que l'idée n'est pas de se tuer quand même, c'est uniquement pour sauver votre vie. C'est-à-dire, ce sont des assurages auxquels vous ne touchez pas, vous passez votre corps dedans, et elle vous retient en cas de chute. C'est tout. Et il y a une figure qui est arrivée sur le premier plan en Europe à ce moment-là, c'était Patrick Edlinger. Pour ceux qui ont connu ces époques, vous vous souvenez, ça a été une sorte de révélation avec un film, donc là, c'était la montagne à main nue. Là, alors Edlinger, c'était en fait un sous-produit tout à fait de cette époque américaine, là. Donc, rien, un petit short, un petit t-shirt, un bandana, un petit sac de magnésie, et puis voilà, on y va. Et est apparue à ce moment-là cette idée que finalement on pouvait entrer dans ce monde en faisant quelque chose de merveilleux, en faisant quelque chose qui, contrairement à tout ce qui avait été dit avant ou fait avant, n'avait plus rien à voir avec la mort, plus rien à voir avec la souffrance. C'était la beauté du geste, c'était la grâce, c'était une forme de légèreté qui prédominait. Et c'était aussi une révolte sociale, parce que c'était des gens qui se mettaient en marge, qui vivaient dans leur combi Volkswagen au pied des voies, en bouffant en général des boîtes de haricots, quoi, et qui se mettaient complètement en marge. Et c'est devenu, alors que les grandes expéditions nationales, dont j'ai cité l'Himalaya, etc. D'ailleurs, ça s'est recoupé encore. Dans les années 70, il y a eu encore, par exemple, une dernière grande expédition nationale française à l'Everest, avec Pierre Mazot, avec Afanassiev, etc., qui était financée par l'État, avec des porteurs, avec des gros moyens, etc., etc. Et tout ça, c'était en déclin, c'était fini, et à la place apparaissait une forme de grâce, une forme de cet ange blond, là, qu'on voyait sur les films et qui, en fait, d'une certaine manière, symbolisait une nouvelle pratique qui faisait de la montagne non plus un objet de terreur, mais un objet de plaisir, et qui, en fait, transformait cette pratique en une sorte de danse, en réalité. Certains, d'ailleurs, grimpeurs aujourd'hui, comme Stéphanie Baudet, par exemple, qui était championne du monde d'escalade et qui a écrit de très beaux livres là-dessus, parle de yoga vertical. Cette idée que tout à coup, le sommet, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Moi, j'ai fait le chemin de Compostelle, par exemple, c'est la même chose. Le chemin de Compostelle, il est orienté vers quelque chose. Alors,
comme ça se passe à plat, c'est pas un sommet, il est orienté parce qu'on va à Compostelle. Puis quand on arrive à Saint-Jacques, évidemment, on est très déçu parce que Saint-Jacques, c'est une espèce de grande foire où vous avez des boutiques qui vous vendent des coquilles Saint-Jacques sous toutes ces formes, de porte-clés ou bavoir pour chien, enfin ce que vous voulez. Et donc on se dit, j'ai pas marché 800 km pour ça. Il est évident que c'est pas l'arrivée qui est intéressante, ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, ce qui est une valeur, c'est le chemin. Et bien de la même manière pour la montagne, tout d'un coup le sommet a perdu de son intérêt, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette orientation, on part du bas pour aller vers le haut, bien sûr. Mais c'est le geste qui compte. Et c'est cette idée qu'il y aura une sorte de... ça deviendrait une philosophie du geste. Et ça a été poussé à fond aujourd'hui avec une pratique qui se fait de plus en plus dans les villes, avec des salles dédiées à ça, des salles de bloc comme Arcos ou des salles de parois comme Murmure, etc., où les citadins viennent, au fond, faire des bouts de voie, quoi, simplement. Ça avait d'ailleurs été développé déjà par les Parisiens avec Fontainebleau. C'était un peu ça. C'était cette idée, finalement, de s'exercer à une sorte de philosophie du mouvement, mais en mettant totalement de côté le sommet. C'est intéressant parce que, si vous voulez, ça a donné lieu à une sorte de malentendu, finalement. Parce que cette volonté de faire disparaître de ces activités de montagne la souffrance, la mort et tous les éléments de l'addiction, justement, était évidemment pas possible. Patrick Edlinger, quand il a arrêté sa carrière de grimpeur, est devenu alcoolique, très gravement alcoolique, et il est mort en tombant dans son escalier, alors qu'il avait franchi des parois absolument incroyables dans le Verdon, etc. C'est-à-dire qu'il était rattrapé par quelque chose qui était probablement la conversion de son addiction à la montagne, son addiction à autre chose qui était devenue, malheureusement pour lui, l'alcool. Alors, comment raconter tout ça ? C'est pour ça que je suis très étonné qu'on me donne la parole là-dessus aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai un auditoire captif, alors j'en profite, je vous parle de ma passion. Mais d'habitude, on n'a pas tellement l'occasion de parler de tout ça. Parce que, pourquoi ? Parce que il y a eu une époque héroïque qui était à la fois une époque héroïque de l'alpinisme et de la littérature de montagne, dans laquelle on avait trouvé un moyen d'intéresser le grand public à ce qui se passait. Parce que précisément, il y avait... c'était cette période des conquêtes. Dans cette période des conquêtes, il y avait des éléments tragiques qui permettaient d'écrire des romans, comme Premier de Cordée, par exemple, dans lequel il y avait à la fois la notion de conquête, et puis il y avait une figure tragique qui était la figure du guide. Et le guide qui se sacrifiait, qui avait sur les bras un client qui voulait absolument continuer alors que lui-même savait que ça allait mal tourner, etc., qui le payait de sa vie, enfin toute cette espèce de... Et il y a une littérature de montagne comme ça à cette époque, hein, Frison Roche, Ramus, par exemple, en Suisse, Rigoni Stern en Italie. Donc, la montagne, on savait en parler et on savait passionner les gens là-dessus parce que c'était, au fond, un combat. Et que dans ce combat, il y avait des héros et que ces héros, on pouvait les mettre en scène et il y avait même d'ailleurs des gens qui n'étaient pas des alpinistes qui pouvaient se saisir de ça. Mon prédécesseur, au fauteuil que j'occupe à l'Académie, c'était Henri Troyen, il a écrit La neige en deuil. Bon, La neige en deuil, c'est... Alors qu'il n'était pas sportif du tout, lui. Il avait épousé la veuve d'un médecin de Chamonix, qu'il avait traîné de bistrot en bistrot sur les sentiers dans la vallée, mais enfin, il n'est pas du tout alpiniste. Mais il a quand même écrit un livre, sinon d'alpinisme, du moins de montagne, avec ces figures tragiques de conquête. Et puis, très rapidement, c'était déjà un peu le cas dans la neige en deuil, tout ça, au fond, n'était plus tellement facile à traduire en littérature. Et ce qui a pris la place, en réalité, dans la littérature, c'est les accidents. On s'est mis à parler essentiellement des accidents. Bon, accidents d'avion, accidents d'hélicoptère, etc. Parce que les accidents, c'était quand même... C'est souvent quand même des tragédies
assez extraordinaire, c'est vrai. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais Vincent Don et Henri, par exemple, qui étaient deux jeunes gens en 1955, qui sont partis en plein hiver pour faire le Mont Blanc et qui se sont retrouvés dans la tempête, au bout de plusieurs jours d'ailleurs. On ne sait pas très bien pourquoi ils avaient mis tellement de temps. Et ils se sont perdus. Et Walter Bonatti, qui était un personnage absolument incroyable, une force incroyable, les a retrouvés dans la tempête, un peu par hasard, les a emmenés au bivouac de la Fourche, et puis ensuite il les a fait monter au sommet du Mont Blanc, et il leur a dit, ben voilà, lui il partait vers l'Italie, il leur a montré le chemin pour descendre en France. Malheureusement, ils se sont trompés de couloir, et ils sont arrivés sur un plateau. On les voyait de Chamonix, et on les voyait mourir. Ils sont restés plus de 10 jours dans un froid épouvantable d'hiver. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que le premier hélicoptère qui a voulu les secourir, comme c'était encore des hélicoptères à piston, ne pouvait pas monter jusque-là, parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène. On a fait venir un deuxième, toujours sur le même modèle, mais il était plus gros. Et 2 pilotes en t-shirt sont montés avec leur hélicoptère. Ils sont arrivés devant Vincent Don et Henri, qui étaient là, ça faisait déjà 15 jours qu'ils étaient dans le froid, sans tente, sans rien à manger, qui étaient gelés, Et au moment où ils allaient se poser, l'hélicoptère a heurté un rocher avec une pale et s'est écrasé à côté d'eux. Vous voyez, c'est des débats. On ne vous raconte pas toute l'histoire, mais vous voyez comment cette espèce de monde des accidents de montagne peut devenir effectivement l'objet de véritables tragédies. Mais enfin, au bout d'un moment, les tragédies, ça emmerde tout le monde. Je veux dire que, et surtout, ça ne résume pas véritablement ce que c'est. Et du coup, on est arrivé à la situation actuelle où en fait, c'est des domaines qui sont devenus des domaines, au fond, qui sont du domaine du visuel. C'est-à-dire qu'il y a des films, vous pouvez filmer les gens. Mais il est très difficile de raconter des choses, parce que ça n'est plus... vous savez, les difficultés d'escalade maintenant sont extrêmes. Il y a des gens qui passent du 8, du 9. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Un ancien ministre, par ailleurs très estimable, s'est fait épingler il y a quelques mois, parce qu'il y a une photo de lui en train de gravir une paroi à la verticale. Puis je crois que le Canard enchaîné a montré qu'en fait, ils avaient recadré un peu et qu'en fait, il était plus ou moins à plat ventre. Donc, tu vois, très facile de bidonner, ça ne veut rien dire à personne. Et au fond, c'est pas comme ça qu'on arrive à parler de la montagne. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Et en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu un enjeu pour nous tous. Il y a de très beaux livres, celui de Paolo Cognetti, Les 8 montagnes, qui est paru il y a 2 ans, qui prend plus l'aspect de l'approche par la moyenne montagne. Et puis moi, je viens d'en publier un qui finalement prend comme parti, et je crois beaucoup à ça, le fait de parler de la montagne à travers une histoire d'amour. Parce qu'au fond, on ne peut parler de la passion pour la montagne qu'à travers la passion amoureuse. Au fond, c'est la même chose, c'est le même déploiement, c'est la même... et au fond, en prenant 2 personnages et en suivant ce qui les rapproche, ce qui les éloigne, et en mettant la montagne là-dedans et en faisant un personnage à part entière, on arrive à faire comprendre comment, d'une certaine façon, dans cette passion, qui est encore une fois une addiction, il y a quelque chose de variable, d'inconscient, des choses qu'on a du mal à expliquer, mais qui sont très fortes et qui peuvent vous conduire jusqu'à des actes tout à fait extrêmes. Et finalement, parler de la montagne aujourd'hui, je pense qu'on ne peut le faire qu'à travers ça, à travers des histoires d'amour, si tant est qu'elles existent dans ce milieu. Alors je voudrais terminer, puisque je ne veux pas être trop long, mais je voudrais terminer en débobinant juste cette comparaison entre addiction et montagne. Parce que, bon, je l'ai filé pour le besoin de la cause, puisque j'intervenais parmi vous aujourd'hui. Mais je pense qu'en réalité, la montagne, c'est peut-être une addiction, mais c'est aussi le contraire. C'est aussi ce qui vous en protège. Je m'explique. Il est très important de conserver dans le monde d'aujourd'hui, des espaces
où on peut être en mesure d'assumer la responsabilité de sa vie. Ce qui ne veut pas dire forcément la risquer. C'était la phrase de Buffat qui disait « chercher la difficulté, mais non pas le danger ». Mais se confronter de façon maîtrisée avec un certain nombre de dangers, y compris des dangers mortels, mais en les minimisant, en développant des techniques pour les neutraliser en quelque sorte, c'est quelque chose de profondément humain et de profondément nécessaire. Ça s'apprend, et pour ceux qui pratiquent ces sports, je pense que c'est un moyen d'exercer une forme de liberté et une forme de souveraineté sur eux-mêmes, qui n'existe plus tellement dans nos sociétés, très, très protégées, hantées par le principe de précaution, mettant toujours la responsabilité sur l'État, etc., etc., etc. L'existence d'espaces comme ceux-là, d'espaces libres, d'espaces ouverts à la responsabilité, à la liberté, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Le jour où ça disparaîtra, si ça devait le faire, ce serait à mon avis une tragédie, et je pense que pour des jeunes en particulier, ils n'auraient plus d'autre choix pour se mettre en danger que les addictions, justement, que des formes de prise de risque inconsidérée, et d'aller faire de la moto à 200 à l'heure sur le périphérique, si vous voulez. Alors que là, vous avez des espaces qui sont des espaces dans lesquels vous pouvez créer une forme d'engagement, une forme de responsabilité qui vous donne une certaine forme de souveraineté sur vous-même. Et c'est très menacé, ça. C'est très menacé. Moi, j'ai un souvenir, ça, il n'y a pas très... Enfin, je ne sais pas, ça aussi, ça doit faire 4-5 ans. J'étais avec des amis sur un sentier en Afrique du Sud, dans les Drakensberg, c'est une chaîne de montagnes dans les Drakensberg. On marchait déjà depuis au moins 3 heures. Un sentier, hein, avec le sac à dos, le machin et tout. Et arrive un ranger, type, avec le chapeau, qui dit « Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez me montrer vos tickets ?» Alors, on dit « On n'a pas de ticket, enfin, voilà. » Et on dit « Il faut un ticket. » Alors il dit ben, « Oui, bien sûr. » Et il nous montre, loin dans la vallée en bas, une sorte de portique où, en effet, on aurait dû passer pour prendre un ticket pour aller sur ce sentier. Alors, soi-disant pour des raisons de sécurité, etc. Mais tout à coup, on se dit, le jour où il faudra prendre des tickets pour aller sur un sentier, le monde aura changé. Et une liberté nous aura été retirée. Et ça se joue en ce moment sur les montagnes, et nos montagnes en particulier, de façon constante. Alors, ça s'est joué en particulier pendant le Covid. Alors là, c'était une caricature. Moi, j'ai passé le confinement là-bas. C'était extraordinaire parce que les gendarmes, qui, évidemment, ont vu tout de suite que c'était plus facile de surveiller des montagnes que des banlieues difficiles, si vous voulez, ont tout de suite mis des hélicoptères qui, 3 fois par jour, surveillaient la montagne pour savoir si des promeneurs n'allaient pas, par hasard, contaminer des chamois ou, je ne sais pas, ou des renards, enfin bref. Donc, pendant tout le Covid, alors évidemment, comme on est en France, vous imaginez bien que tout le monde, évidemment, y allait quand même. Mais au début, notamment pendant la période où il y avait encore de la neige, eh bien, on partait avec des skis de randonnée et un drap. Comme ça, quand on entendait l'hélicoptère, on mettait le drap et l'hélicoptère ne nous voyait pas. On en rigole, mais c'est assez étrange, quand on est habitué à voir ces paysages comme des paysages de liberté, de voir à quelle vitesse et avec quelle facilité, finalement, on peut tout à coup les interdire. On peut tout à coup en faire des espaces contrôlés, si vous voulez. Voilà. Et ça se joue hors du Covid de façon constante, par exemple, sur un certain nombre de points symboliques, comme le Mont Blanc, et à juste titre, parce que c'est vrai que le Mont Blanc est surfréquenté. C'est vrai que la voie normale du Mont Blanc, l'été, c'est un peu... voilà, et du coup, ça crée une pollution autour du refuge, des campings sauvages, tout ce que vous voudrez. Mais quand même, à cause de ça, il y a une querelle très forte entre deux attitudes, si vous voulez, et dont une qui est défendue du côté de Saint-Gervais, par le côté de la voie normale d'ailleurs, qui au fond, implicitement, et sans le dire, va vers le permis, vers la notion de permis, comme en Himalaya. Il faudrait prendre un permis, monter avec un professionnel, et tout est fait pour ça. Il y a maintenant une brigade blanche au pied de la voie normale du Mont Blanc,
assez haut. Au niveau du refuge de Tétrousse, il y a une brigade blanche, c'est-à-dire 2 fonctionnaires de la mairie qui vérifient vos réservations, vos trucs, etc. C'est bien, très bien. Mais ça peut être le début d'une sorte de fin qui, au nom de tout ce que vous voudrez, au nom d'une fragilité écologique qui est tout à fait réelle, c'est vrai que les montagnes se cassent la gueule, au nom de la sécurité, au nom de tout ce que vous voudrez, au nom du bien qu'on veut vous faire, finalement, contribuerait peut-être à refermer cet espace de liberté. Et cet espace de liberté, il est vraiment précieux parce que je pense que, justement, c'est le contraire d'une addiction mortelle. C'est une addiction, certes, mais c'est une addiction raisonnée qui peut mener certains, effectivement, à se mettre en danger, mais qui commence d'abord par vous apprendre à maîtriser la liberté. Et maîtriser la liberté, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est, à mon avis, un élément de souveraineté, et on pourrait dire presque une définition de l'humanité. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Christophe, toi qui craignais finalement être une pièce rapportée, être en décalé. Je peux t'assurer que tout ce que tu as dit a été traité d'une certaine manière au cours de cette première journée et demie au Congrès de l'Albatros. Il y a beaucoup d'éléments en lien avec notre discipline qui ont été évoqués avec évidemment ta littérature et ton observation tout à fait fine. Alors on peut prendre quelques questions, quelques interrogations. On a la chance d'avoir Jean-Christophe avant qu'il retourne à son addiction de montagne demain. Bon, première question, on a-tu une d'après toi? Addiction. La montagne. Ah oui. Oh, non, mais moi je suis assez addictif enfin je suis assez sensible, oui. Mais c'est vrai, oui. Je sais pas si moi je suis pas, pas d'addiction à l'alpinisme par exemple. C'est-à-dire que je le pratique de façon tout à fait plan-plan. Et bon, je suis comme tout le monde. Je peux avoir un accident. J'en ai eu un une fois. Il y a 4 ans, suite à un dommage, en grimpant, je suis parti avec un morceau de caillou et je me suis fait très mal. Mais bon, dans l'ensemble, non, j'ai pas d'addiction. Enfin, à ceci près, et c'est assez intéressant que lorsqu'on est privé de ce milieu longtemps, par exemple, quand je ne vais pas en montagne longtemps, il y a une forme peut-être de dépression et de manque qui se crée. Voilà, ça c'est certain. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou quelques questions peut-être Une ici, je ne sais pas si vous m'entendez. Merci pour la qualité de votre conférence. Alors, vous nous avez parlé d'addiction mortelle, de figures tragiques, de cordes fines qui se coupent, qui se cassent. Alors, moi, j'aimerais savoir si vous avez perçu dans votre expérience des tendances ou des éléments autolytiques dans votre expérience personnelle ou de façon historique. Est-ce qu'il y avait des tendances suicidaires? C'est ça l'histoire, puisqu'il s'agit d'une addiction mortelle. Oui, mais c'est quelque chose. C'est une question qu'on se pose, par exemple, quand on voit l'évolution de certaines pratiques aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez Alex Honnold. Vous avez peut-être vu ses films je crois que c'est sur Netflix aussi, etc. Donc, il grimpe des parois très difficiles sans assurage. C'est-à-dire que s'il tombe, c'est terminé. Certains disent que c'est un comportement suicidaire. Moi, je pense que c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est une sorte de volonté de puissance extrême et de volonté de vie, finalement, en disant, voilà, j'ai acquis un tel niveau, je contrôle tellement le risque qu'il ne m'arrivera pas, qu'il ne m'arrivera rien. C'est-à-dire que... c'est pas, vous voyez, c'est pas la volonté de suicide, c'est plus la roulette russe. C'est-à-dire, une roulette russe dans laquelle on met pas de balles. Enfin, on essaye d'en mettre le moins possible. Hein. C'est-à-dire, et j'ai observé ça assez souvent. Après, bon, il y a effectivement, moi j'en ai vu des gens qui meurent et dont on se dit, ben oui, forcément, ça devait arriver là. Ça devait en arriver là. C'est souvent
enfin, j'en ai pas vu tant que ça, mais j'ai eu quelques exemples autour de moi, qui en fait sont souvent des conflits. Alors là, on va pas faire de la psychiatrie, mais enfin, c'est souvent des conflits familiaux très très forts, et notamment un conflit avec le père extrêmement fort. La montagne a quelque chose à voir avec le père, ça j'en suis convaincu. Je sais pas comment, je sais pas par où, etc. Mais j'ai constaté que beaucoup de mes camarades qui étaient très engagés dans ce sport avaient eu des pères extrêmement autoritaires, extrêmement durs, extrêmement présents. Peut-être pour ça que moi je suis pas addict, parce que justement j'ai une toute autre histoire. J'ai pas d'histoire, enfin j'ai une histoire plus d'absence du père, mais j'ai pas ce conflit. Mais j'ai eu plusieurs exemples autour de moi dans lesquels, si vous voulez, la montagne est une sorte de volonté de créer un spectacle aux yeux de quelqu'un que l'on veut impressionner, qui vous a toujours rabaissé, qui ne vous a jamais estimé, et qui finalement, dans cette logique-là, ne vous estimera, toujours dans l'inconscient de la personne qui fait ça, ne vous estimera que quand vous en serez mort, quoi. C'est-à-dire que quand vous aurez montré une sorte de volonté extrême, parce que tant que vous en sortez, c'est que finalement vous n'êtes pas allé assez loin. Et ça, bon, alors il y a ça, puis il y a les syndromes d'accomplissement absolu. Là, c'est ce dont je parlais au début, c'est-à-dire, et dans le film là qu'a fait Christophe Rella, il compare les astronautes qui sont allés sur la Lune. Vous êtes astronaute, vous êtes allé sur la Lune. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Armstrong, il est devenu fou d'ailleurs. Le premier. Et pour les alpinistes, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment où probablement, mais il y a une sorte de dépression liée à la perte de l'objectif, quoi, puisque là, vous savez, c'est pas infini les objectifs qu'on peut, quand on veut se dépasser, on va faire ça, puis on va faire ça, puis on va faire ça, puis à un moment donné, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, je pense qu'il peut y avoir des espèces de syndromes dépressifs qui se produisent. Mais cela dit, la mort n'est pas si présente que ça. C'est-à-dire que, pour ça que moi, j'ai jamais voulu écrire sur des accidents. Parce qu'elle est là, dans certains cas, mais qui reste quand même rare. Ça peut aller jusqu'à la mort. Mais la mort est moins présente que, j'allais dire, qu'à l'Académie française. Non, mais enfin, qui est aussi un monde, pour d'autres raisons, est très habité par la mort. Tous les rituels de l'Académie sont centrés sur la question de la mort. Pour des immortels, c'est étonnant. Ah oui, mais c'est pas du tout... Oui, mais justement, c'est la première chose qu'on... Vous savez, que quand on entre dans cette compagnie, c'est la première cérémonie qui n'est pas la réception sous la coupole, mais qui se fasse une semaine avant, on appelle l'installation. C'est une cérémonie qui se passe entre nous, dans une salle où personne d'autre n'entre. Et quand vous entrez, tout le monde se lève, et le secrétaire perpétuel vous dit, voilà, vous voyez, tout le monde est debout. Nous nous lèverons 2 fois pour vous, aujourd'hui et le jour de votre mort. Alors ça calme, vous voyez, ça calme beaucoup. Et non, mais tous les rituels autour de la mort sont très très présents. Il y a aussi on a un portrait du cardinal de Richelieu en gloire, qui est le portrait de Philippe de Champaigne. Enfin, c'est la copie du portrait de de Richelieu par Philippe de Champaigne, qui est en grand, là. Et à la fin de la première séance, on vous fait venir le nouveau venu, et tout le monde s'en va, et le secrétaire perpétuel ouvre une espèce de petit tabernacle dans lequel il y a un autre portrait, toujours de Philippe de Champaigne, toujours de Richelieu, sur son lit de mort. Et on vous dit, en ouvrant ça, l'immortalité, c'est ça. Donc vous voyez, c'est très intéressant, parce que cette présence de la mort. Mais c'est une présence de la mort qui est très différente. C'est une présence de la mort qui est liée à une communauté, c'est-à-dire à l'idée qu'au fond, vous n'êtes qu'un passage dans quelque chose qui vous dépasse, qui a commencé bien avant vous et qui continuera après vous, et que donc la mort est là, en fait, pour fixer des limites à tout ce que vous pouvez
entreprendre, espérer, etc. Mais qui en même temps vous encourage à vous illustrer, à faire tout ce que vous pouvez, etc. Alors que dans le cas de l'alpinisme, c'est pas du tout pareil. La mort est très différente. La mort, on n'en veut pas. Alors, évidemment, c'est un paradoxe parce que prenez des montagnes comme le Cervin, vous avez des petites plaques partout, des petites croix, des petites plaques. Des trucs. Et il y a beaucoup de montagnes qui sont comme ça. Là, je reviens du Mexique. J'étais gravir un Iztaccíhuatl, qui est un des volcans au-dessus de Mexico, à côté du Popocatépetl. Mais lui, on peut pas le grimper en ce moment parce qu'il est en éruption. Et dans l'Iztaccíhuatl, qui est par ailleurs une montagne facile, hein, mais quand on arrive vers le haut, bon, faut mettre un peu les mains, etc. Et qu'est-ce qu'on trouve? Une croix. Pas en haut, mais au milieu, on trouve une croix. Et on vous dit, 11 étudiants, en telle date, ont pris le mauvais truc et se sont tués, ici. Donc la mort est présente absolument partout. Et en même temps, c'est pas ce qu'on cherche. Et moi, j'ai jamais vu personne se recueillir devant un de ces... Ça sert pour les familles, ça sert pour les gens qui ne sont pas là. Mais nous, on les voit pas, on les regarde pas, on ne veut pas les voir. Donc, ça n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que il n'y a pas cette mystique, au contraire, de la mort. Il y a une sorte... Et je regrette, d'ailleurs, parce que, pardon, j'ai fait une description beaucoup trop abstraite de tout ça. Mais il aurait fallu ramener dans le paysage, si j'ose dire, le paysage. Il faut ramener la beauté de tout ça. Il faut ramener la puissance de ces montagnes, la beauté d'un orage quand il frappe une paroi, la beauté des rochers eux-mêmes, si vous voulez, dont auxquels on est collé, puisque on les touche avec un goût qui est chaque fois différent, parce que le goût du calcaire, avec ses petites incrustations, ces petites rigoles, ces petites rainures, ces petites cannelures, etc., est complètement différent du goût du granit, avec ces grandes failles dans lesquelles on grimpe à la force des bras, etc., ou le goût du grès. Ben, tout ça est différent. Donc, si vous voulez, il y a d'abord cette vie des lieux privés de vie, d'ailleurs, hein, cette vie dont on est persuadé qu'elle vit encore plus quand nous n'y sommes pas. C'est ça qui est étonnant. C'est comme dans toute la littérature américaine sur la nature, Aldo Leopold, etc., avec cet extraordinaire émerveillement devant des choses qui, en fait, n'ont pas d'un sens par rapport à nous, mais ont un sens en elles-mêmes. Donc, quelque part, on est témoin de tout ça, et je pense que c'est cette vie-là qui nous attire, pas la mort. Et la mort, c'est très franchement, elle est évacuée, et tout est fait pour la minimiser. Vous arrivez sur un glacier, vous vous encordez à 15 mètres, parce que si vous tombez dans une crevasse, telle et telle. C'est-à-dire que on vous enseigne justement à ne pas penser à ça. Donc, c'est comme une addiction à la vie, en fait. C'est plus une addiction à la vie, absolument. Absolument. Et c'est pour ça que je dis que privé de ça, ou de bateau à voile, hein, c'est pareil. Enfin, sauf que le bateau à voile, il faut du matériel, c'est plus cher, etc. Mais le jour où on aura éliminé ces espaces de liberté, on les aura contrôlés, je pense qu'il y a toute une population que je vois dans ces montagnes qui feront quoi? Je vous dis, je veux dire des choses probablement beaucoup plus graves. Alors que là, il y a une sorte de canalisation de l'énergie vers la vie, et puis vers la fraternité, parce que c'est des mondes où les gens apprennent très très vite à se connaître, où vous pouvez pas raconter d'histoire. Si vous arrivez là-dedans, vous arrivez à faire de l'alpinisme, vous dites, moi j'ai fait ça, je suis le meilleur, machin, etc. Personne ne vous dira rien, mais au bout de 5 minutes, on va savoir à qui vous avez affaire. Bon, votre niveau, il va tout de suite se voir. Donc, il n'y a pas de faux semblant. Donc, vous êtes riche, vous êtes pauvre, vous êtes diplômé, vous ne l'êtes pas. Tout ça, c'est gommé complètement. C'est un lieu de fraternité. Et ça aussi, c'est très précieux et finalement assez rare, en fait. Merci, Jean-Christophe. On peut éventuellement une seconde question. On a quelques minutes. Si vous avez encore envie d'écouter Jean-Christophe... on passerait la soirée avec toi. C'est qui? Oui, bonjour. Pour votre
topo qui était vraiment très intéressant. J'aurais une question encore à vous poser. Est-ce qu'il y a des spécificités qui sont liées à la très haute montagne type l'Himalaya d'une part et la place actuelle et éventuellement dans le passé de la prise de substances chez les alpinistes pendant les ascensions éventuellement après? Merci. Oui, alors les substances, c'est toujours un peu mystérieux. Alors, je vous l'ai dit, pour tout ce qui est grimpe en libre, etc., l'origine, c'est vraiment le mouvement hippie. Hein. Donc, moi, je sais pas du tout ma culture, mais je veux dire, le pétard, le truc, oui, il n'y a aucun doute. Et c'est très pratiqué. Mais pour la substance la plus connue, si vous voulez, c'est quand même le Génépi, quoi. C'est quand même l'alcool, quoi. C'est-à-dire que bon, non, mais je veux dire, c'est des milieux où on boit beaucoup, hein, ça c'est certain. Dans les refuges, on boit. Enfin, et puis en général, on a une petite flasque de mignole, machin. Enfin, voilà, on boit. Après, pour les exploits, vraiment, c'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire parce que ça reste assez secret. Et la spécificité de l'Himalaya, disons que quand vous regardez les grands alpinistes de la fin du XXe siècle, tous ceux qui ont fait de l'himalayisme sont morts. Tous. C'est-à-dire que le milieu himalayen ne permet pas, à la différence du milieu alpin, hein, ne permet pas de garantir absolument que vous échapperez à la mort. Par exemple, pour faire l'Everest, il faut passer par ce qu'on appelle l'icefall, enfin l'espèce d'immense glacier dans une zone de sérac. Bon, on ne passe pas dans les séracs dans les Alpes. Les séracs, vous savez, c'est le front du glacier qui se casse comme des morceaux de sucre. Alors ça paraît extrêmement stable, mais c'est imprévisible. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous avez un truc qui ressemble à une énorme tour qui va se casser la gueule et vous ne pouvez pas le prévoir. Donc en France, on ne va pas le faire. En Himalaya, vous êtes obligé de le faire parce que vous ne pouvez atteindre les voies plus hautes qu'en passant par là. Donc, ne serait-ce que ce danger-là, vous ne pouvez pas, sur un certain nombre d'endroits, vous en priver. D'autre part, il y a des altitudes. Vous savez, il y a l'altitude de la mort, on dit pour l'Everest. Hein. Il y a une altitude dans laquelle, d'ailleurs, se rencontrent des cadavres qui sont là, qui n'ont pas été redescendus et qui peuvent être là qu'on se momifiait en fait depuis très longtemps, et où des gens peuvent mourir sans avoir une maladie, sans avoir un facteur de risque particulier. Donc vous ne pouvez pas limiter le danger. Donc s'il y a une spécificité, c'est celle-là. C'est quand même que c'est des zones, si vous voulez, où le contrôle de la vie et de la mort n'est pas absolu. Alors que on peut dire que dans les Alpes, à part les chutes de pierre, tout est à peu près contrôlé. Et voilà. Merci beaucoup Jean-Christophe. On va devoir se séparer, malheureusement, douloureusement. Vraiment, je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps, avec ton escale parisienne, de venir nous parler. C'était vraiment fantastique et fascinant comme d'habitude. Merci bien. À demain, bonne soirée. On reprend les travaux demain à 9h.